pour ce début d'été, j'ai choisi un sujet qui est un peu plus léger, mais vous allez voir aussi qui a une certaine profondeur, qui est le jeu, nos premiers jeux d'enfants et ce qu'ils disent de nous, de notre identité, de qui nous sommes profondément. Je voudrais juste vous dire que je vais parler à peu près pendant 20 minutes et qu'ensuite, il y aura un temps de questions. Alors, vous pouvez d'ores et déjà écrire des questions sur le chat, aussi bien sur le Zoom que sur Facebook. Et j'essaierai d'y répondre au mieux. Et je salue Virginie Lelong, qui est la personne avec qui j'anime les formations et les ateliers sur le jeu non directif, dont on vous reparlera un peu plus tard. Donc moi, j'ai eu, toutes ces dernières années, j'ai eu 2 révélations autour du jeu. La première, ça a été lorsque je me suis formée à partir de 2019 à la thérapie par le jeu non directive. Et j'ai eu envie, alors j'étais pas toute seule à l'organiser, vous allez voir que ça fait partie de mon style de jeu aussi, j'aime bien organiser, j'aime bien mettre ensemble des personnes. Et donc j'avais co-organisé avec notamment Monique qui est là aussi, qui est aussi dans les spectatrices, la venue d'une thérapeute anglaise, Virginia Ryan, qui est une thérapeute mais aussi une grande formatrice, et qui nous a formés, mais c'était en langue anglaise, traduit mais en langue anglaise, à la thérapie par le jeu. Pour moi, ça a été ma première révélation parce que je travaillais un peu déjà je travaillais avec les adultes, un peu avec les enfants. Avec les enfants, j'avais plutôt l'impression de bricoler, de ne pas être très sûre de mes outils. Et la thérapie par le jeu, ça m'a vraiment aidé à déjà comprendre l'importance du jeu chez les enfants. J'en avais pas mesuré toute l'importance et de voir que c'était vraiment leur langage préféré, le langage naturel des enfants, et aussi qu'ils pouvaient se réparer à travers le jeu. Donc, c'était assez magique de voir tout ce potentiel de guérison, d'expression et de guérison du jeu pour les enfants. Et j'ai appris une posture qui est la posture non directive, comme le nom l'indique, c'est de la thérapie par le jeu non directive. Et comme c'est important de suivre vraiment l'enfant dans son jeu, la révélation pour moi, c'était aussi que en fait, ça permet à l'enfant vraiment d'aller à son rythme. Et donc, je trouve que c'est une approche extrêmement respectueuse du rythme de l'enfant. Ça, c'était ma première révélation, thérapie par le jeu non directive. Et la deuxième, c'était quelques années plus tard, je suis tombée sur un TEDx d'un docteur qui s'appelle le docteur Stuart Brown, qui est nord-américain. Puis après, j'ai lu Play, qui est un de ses ouvrages. J'ai été un peu fouillée dans un institut qu'il a créé, qui s'appelle le National Institute for Play. On vous mettra les références, qui est une mine de trésors à tout point de vue, avec des quiz, avec plein de choses sur les découvertes actuelles autour du jeu. Alors pourquoi c'est une révélation, Stuart Brown? C'est parce que j'ai compris avec lui que le jeu, en fait, ça ne s'adressait pas qu'aux enfants, c'est fondamental dans l'enfance, mais que en fait, le jeu concerne tout le monde, tous les mammifères, donc les humains, mais aussi tous les mammifères, et que en fait, le jeu est extrêmement important, qu'il est aussi indispensable que l'oxygène. C'est Stuart Brown qui le dit lui-même. C'est-à-dire que comme l'oxygène, on ne se rend compte de son caractère précieux au jeu que quand on en manque. Tant qu'on ne manque pas d'oxygène, on ne sait pas que vraiment on en a besoin pour vivre. Le jeu, c'est un petit peu pareil. Alors, il nous propose d'imaginer ce que serait un monde sans jeu, c'est-à-dire un monde sans humour, un monde sans blague, un monde sans film, un monde sans livre, sans innovation, sans flirt même, sans blague, je l'ai dit, sans rire, sans éclat de rire, sans joie. Et donc il dit, ben voilà, ça serait un monde sans jeu. Donc vous voyez que ça serait un monde un peu triste. Maintenant, je vais commencer à vous parler en fait de l'histoire de Jake. Qui est Jake? Jake, c'est pas un humain, c'est un cheval. Non, c'est pas un cheval, pardon. C'est un chien.
c'est un labrador jaune. Et c'est pas mon labrador, parce que j'ai pas de chien, j'ai que des chats. J'adore regarder des chats jouer. Mais c'est le chien de Stuart Brown. Stuart Brown raconte dans son livre Play, que je vais vous montrer, parce que je vous en parle. Play, Stuart Brown. Il raconte, il ouvre le livre comme ça par ce récit. Il allait voir un cousin, il devait traverser, il avait 5 heures de route, il devait traverser le désert et il faisait extrêmement chaud, la route était chaotique et c'était vraiment un enfer de route. Il arrivait épuisé, son chien aussi qui était affalé sur la banquette arrière et en soif, etc. Et puis il arrive au ranch de son cousin et il ouvre la portière pour Jake. Et Jake, un instant, est figé, il regarde attentivement autour, et très rapidement, il se fait une idée, parce que qu'est-ce qu'il voit? Il voit un champ de plusieurs hectares, il voit une douzaine de chevaux, il voit 2 chiens, il voit le cousin, donc le cousin de Stuart avec ses 4 enfants. Et en un éclair, il fonce dans le champ et il commence à faire des zigzags et à foncer à toute allure, à revenir en arrière, à faire des 8, et puis aller chercher les chiens. Pendant ce temps, les chevaux, eux, ils n'ont pas peur. En fait, ils sont en train aussi de gambader et d'exprimer aussi leur joie à leur façon de cheval. Et les enfants, très vite aussi, commencent à rire et à courir après Jake. Et les adultes s'y mettent aussi un peu. Et donc, en fait, ce que dit Stuart Brown, c'est que en fait, en quelques secondes, ça n'a pas duré très très longtemps, mais en quelques secondes, eh bien, en fait, Jake, son chien, a fait une démonstration d'un travail de 30 années en fait autour du jeu, parce que lui c'est un chercheur, Stuart Brown, et en quelques instants, il a résumé tout son travail, c'est-à-dire qu'il a montré que le jeu est intense, qu'il est agréable, qu'il vivifie, qu'il nous allège de nos fardeaux, qu'il renouvelle notre optimisme et qu'il nous offre et nous ouvre à de nouvelles possibilités. Voilà, lui-même, Stuart Brown dit que dès qu'il a regardé, dès qu'il a vu son chien jouer, Jake, il a senti un poids qui partait de ses épaules et il se sentait plus léger, plus vivant, et ça a donné une couleur nouvelle à toute sa journée où il s'est senti particulièrement léger. Donc vous voyez que j'ai commencé par un chien et c'est pas pour rien puisque en fait le jeu c'est quelque chose, c'est un besoin universel mais que nous partageons avec les mammifères. Tous les mammifères jouent, si vous les regardez, je pense que les personnes qui ont un chien ou un chat le savent, tous les mammifères jouent. Et surtout quand ils sont petits, mais ils continuent de jouer même après. Nous, parfois, nous avons oublié de jouer, et ça s'est perdu, c'est quelque chose que nous allons voir après, ça s'est un peu perdu au cours des années, mais il est rare qu'un enfant, en tout cas, ne joue pas. Donc si c'est universel, ce besoin de jouer, cet élan vital du jeu, ce qui n'est pas universel, c'est notre façon de jouer. Notre façon de jouer, en fait, c'est un peu comme une empreinte digitale. C'est-à-dire que on a une façon chacun unique de jouer. Et c'est ça que j'ai découvert à travers Stuart Brown et que je trouve fascinant, c'est que chacun de nous, chacun de vous qui êtes présent, qui regardez ce webinaire, ben, vous avez une façon unique de jouer. Et comment on fait pour savoir quelle est notre façon unique de jouer? On retourne dans nos jeux d'enfance. Parce que nos jeux d'enfance, quand on avait 15 ans, 10 ans, 5 ans, 4 ans même, 3 ans ou plus jeune, c'était déjà, il disait quelque chose de profond de notre personnalité. Ça semble peut-être contre-intuitif, mais c'est quelque chose qui a été vérifié. Il a beaucoup cherché sur ce sujet, Stuart Brown, et vraiment, ça dit quelque chose de vraiment qui nous sommes profondément. D'où la petite méditation que je vous propose, si vous voulez bien. Alors, si vous êtes au volant, comme j'ai vu tout à l'heure, surtout ne fermez pas les yeux. Mais si vous pouvez, je vous propose juste quelques instants de revenir à vos jeux d'enfants.
c'est comme si vous reveniez en arrière. Vous pouvez prendre le temps de revenir dans vos souvenirs, de remonter le temps à vos jeux d'enfant. Peut-être vous aviez 15 ans, 10 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans. Revenez à des jeux dont vous vous souvenez avec clarté, dont vous vous souvenez que vous aviez de la joie à le faire, des jeux qui vous donnaient beaucoup de joie, qui vous faisaient vous sentir vivant. Et arrêtez-vous un instant sur ce jeu. Parfois, c'est un peu difficile, un peu compliqué de faire ce cheminement. Et si c'est le cas, c'est pas grave, vous pourrez le faire ensuite, après le webinaire. Mais peut-être que vous avez déjà trouvé un jeu. Et ce jeu, ça peut être un jeu solitaire, peut-être que vous étiez seul, mais peut-être que vous étiez avec d'autres personnes. Peut-être que vous aviez un objet, ou qu'il n'y avait pas d'objet. Peut-être que vous étiez chez vous, ou peut-être vous étiez à l'extérieur. Vous étiez peut-être en mouvement ou pas. En tout cas, vous vous sentiez joyeux, vivant, et vous aviez envie de continuer le jeu, parce que ça fait partie des caractéristiques du jeu. Le jeu, c'est plus un état d'être qu'une activité en particulier. Mais je vous laisse à vos premiers jeux d'enfants, et si vous le voulez bien, ce que je vais vous proposer là, c'est maintenant la typologie, qui est une typologie. Il va y en avoir d'autres, qui est proposée par Stuart Brown. J'ai vu que maintenant, il proposait sur le site National Institute for Play 6 types de joueurs plutôt que 8. Mais bon, moi j'aime bien, et surtout j'ai ce beau poster et je la trouve très parlante, cette typologie. Donc je vais essayer de vous la partager de suite. Alors, désolé pour les personnes, je vois des personnes sur Facebook. Mais je vais dire tout ce que je montre. Voilà. Alors, je vais juste mettre le son pour que Claire, tu puisses me dire si on voit là les façons. Donc c'est en anglais. Hein. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Oui, oui, oui. Ok. Alors, il faudra que tu fasses dérouler ouais, au fur et à mesure. Ouais, voilà. Je vais le faire exactement. Je vais le faire dérouler. Donc c'est la façon dont les adultes aussi jouent, puisque je vous ai dit, donc on joue enfant, mais on continue de jouer adulte. Et là, dans un premier temps, donc je vais dérouler avec vous les différents types de joueurs. Et vous allez voir si dans vos jeux d'enfants, donc là on n'est pas encore à l'âge adulte, si dans vos jeux d'enfants, vous vous êtes retrouvés dans tel ou tel type de joueur. À savoir que vous pouvez avoir une ou deux dominantes, c'est souvent le cas, mais aussi vous pouvez aussi vous retrouver de façon un peu moindre, mais dans un ou deux autres ou trois autres types de joueurs. Alors le premier type de joueur que vous voyez à l'écran et que je dis aussi pour les personnes qui regardent sur Facebook, c'est le joker, c'est-à-dire c'est le clown. C'est la personne, vous savez, qui en classe aimait bien faire rire, aimait bien faire des blagues. Et ça devient après, à l'âge adulte, potentiellement, ça peut être le comédien ou la personne qui aime raconter des histoires en cercle familial ou amical. Ok, donc ouais. Je salue les personnes qui se connectent. Il y a une personne qui me dit qu'elle n'a pas réussi à se connecter sur Zoom. Bah, bienvenue sur Facebook alors Virginie. Voilà. Donc, ça c'est le joker. Alors, le joker, le clown, si vous vous reconnaissez dans ce profil, si enfant vous étiez cet enfant qui fait rire, par exemple, qui aime faire rire, qui se sent vivant quand il fait rire, eh bien, vous pouvez lever la main si vous le voulez, ou lever une main avec le petit émoticône en bas, ou bien lever la main juste pour signaler que vous vous reconnaissez dans ce type de joueur. Ok. Ensuite, le kinesthésique. Donc, vous voyez sur le poster, on voit une acrobate. Une acrobate, je ne sais pas. C'est l'enfant, peut-être que vous étiez, qui aimait plutôt être à l'extérieur, ou en tout cas bouger, qui aimait monter, grimper dans les arbres, qui aimait faire sauter des talus, qui aimait
ouais, faire des bagarres aussi, du chahut avec des coussins ou des bagarres un peu plus musclées, mais joyeuses et ludiques. Donc c'est le kinesthésique. Et à l'âge adulte, ça va donner en effet peut-être des personnes qui aiment travailler à l'extérieur et bouger comme les paysagistes, comme un danseur, une danseuse, un sportif. Levez la main si vous vous reconnaissez dans cette catégorie kinesthésique, enfant. Ok. Alors on continue avec l'explorateur. L'explorer, c'est l'explorateur. Donc c'est c'est l'enfant qui aime découvrir des chemins. Vous savez, par exemple, pour aller, je sais pas, à l'école ou ailleurs, il dit ok, mais moi j'ai trouvé un raccourci ou un chemin qui est un peu plus magique. C'est l'enfant qui va explorer les insectes, qui va passer des heures dans la nature à regarder comment vivent les grenouilles ou comment vivent les mouches ou les araignées, voilà. Et plus tard, ça peut donner des personnes qui aiment explorer, qui aiment voyager, qui aiment aller de pays en pays ou de région en région. Mais ça peut être aussi des explorateurs plus intellectuels qui aiment chercher, qui vont faire de la recherche, scientifique par exemple, ou des personnes qui s'intéressent aux émotions, qui vont travailler sur les émotions et qui aiment chercher, qui aiment trouver et chercher surtout. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette catégorie dans ce style de joueur? Est-ce que quand vous étiez enfant, vous étiez comme ça explorateur? Vous pouvez, pareil, lever la main si vous vous reconnaissez. Ensuite, on a le compétiteur. Alors, le compétiteur, comme le nom l'indique, c'est l'enfant qui aimait la compétition et qui aimait en fait jouer et gagner, mais aussi qui aimait se challenger. C'est pas juste pour gagner avec les autres, mais qui aime bien refaire et refaire jusqu'à ce qu'il augmente ses scores, que ce soit des jeux physiques, sportifs ou un jeu d'échecs, ou ça peut être tout un tas de jeux, mais c'est vraiment l'enfant, et puis ça peut devenir un adulte après, qui aime la compétition. Si ça vous parle, vous pouvez lever la main. Ok, je vois des petits pouces aussi sur Facebook. Ensuite, le directeur, donc moi je l'ai traduit, je pense qu'on peut le traduire par meneur ou le capitaine. C'est en fait l'enfant qui aime bien organiser des spectacles, qui aime. Alors là, on voit que c'est quelqu'un sur un chantier qui distribue les rôles peut-être sur un chantier. Donc c'est quelqu'un. Il y a quelque chose de l'ordre de l'organisation. Le meneur, il aime organiser, il aime se faire rencontrer des personnes. Et ça peut être un chantier, mais des festivités. Moi, je sais que personnellement, quand j'étais petite, même si mon frère et ma soeur ne se souviennent pas, je m'en suis aperçue la semaine dernière. Ben, en fait, moi, j'aimais bien organiser des spectacles. Alors, c'était pour les parents et quelques amis, mais des petits spectacles où on faisait des acrobaties, où on chantait, on faisait voilà, des choses comme ça. Mais j'aimais bien cette dimension de organiser. Levez la main si vous reconnaissez comme meneur. Ouais, ok. Il y en a un peu plus. Ensuite, le créateur. Donc là, je déroule un peu. Le créateur, c'est donc c'est l'enfant qui aime créer, qui aime bricoler. C'est celui qui va jouer avec ses Legos, qui va monter des tours, qui va dessiner, qui va peindre, qui va peut-être improviser des instruments de musique, qui va à partir de rien créer un univers, un jouet. Et plus tard, en effet, ça peut donner des personnes qui ont une fibre artistique et qui vont la développer donc à l'âge adulte et s'adonner ou devenir peintre professionnel ou musicien, etc. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce profil, en fait, ce style de joueur? Est-ce qu'enfant, est-ce que le souvenir d'enfant que vous avez contacté tout à l'heure ou les souvenirs ont quelque chose à voir avec le créateur? J'ai pas l'impression de ce que je vois. Ok. Le storyteller, donc on a le même nom en français maintenant. C'est donc la personne et déjà l'enfant qui aime se créer un univers qui va raconter des histoires, peut-être avec ses poupées, avec ses peluches, ou avec d'autres enfants, ou peut-être il est tout seul, mais il va se raconter des histoires. Peut-être même à un moment donné, il va les écrire. C'est les personnes aussi qui aiment bien se plonger dans un livre parce qu'ils se plongent dans une histoire. Et donc ça, c'est le storyteller,
pareil, si vous vous sentez concerné, si vos premiers jeux d'enfants disent ça de vous, bah, vous pouvez lever la main. Et, ah, il y a une personne qui lève la main, ok. Et le collectionneur, c'est le collectionneur, bah, alors on connaît tous des collectionneurs, parce que souvent ça, on l'identifie aussi assez facilement à l'âge adulte, mais ça commence dans l'enfance. Les enfants qui aiment collectionner, bah, ça peut être des timbres, ça peut être des bouteilles, des chaussures, ça peut être des cartes Pokémon. Je pense à mon fils. Voilà, c'est toutes sortes de collections, mais c'est le plaisir en fait de collectionner, le plaisir de contempler aussi sa collection. Ça peut être des mangas par exemple. Est-ce que vous vous reconnaissez? Les cailloux, ouais. Quand tu écrit des cailloux, ouais, ça peut être collectionner les cailloux par exemple, tout à fait. Ok, donc ben voilà, on a fait le tour des. J'arrête le partage, les différents styles de joueurs. Et pour ceux oui, pardon, je reviens un petit peu en arrière. Ce que je voulais, là, en fait, là où je voulais maintenant en venir, c'est vous, maintenant, en tant qu'adulte, est-ce que vous continuez de jouer? Et est-ce que ce que vous avez découvert là tout à l'heure dans cette petite méditation autour du jeu, est-ce que le type de jeu que vous avez contacté, est-ce que c'est quelque chose que vous continuez de vivre? Peut-être oui, peut-être non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vais vous donner des exemples. Parfois, essayez de contacter maintenant, vous dire, est-ce que ça peut avoir un rapport avec soit ma vie professionnelle, soit ça peut être en dehors de la vie professionnelle, mais quelque chose qui est important pour moi, qui m'anime, ou que je fais plus trop, mais que j'aimerais bien refaire. Par exemple, oui, j'adorais monter à cheval, mais je parle pas de moi parce que moi j'avais peur des chevaux. Mais si vous adoriez monter à cheval et que bah, vous l'avez pas fait pendant un temps, mais que oui, c'est quelque chose qui a du sens pour vous, qui vous fait vous sentir vivante et que vous aimeriez refaire, ça peut être ça. J'ai l'exemple d'un médecin une fois à qui j'avais demandé à quoi tu jouais enfant, et elle c'était des jeux des jeux de société du style le docteur Maboul, que peut-être vous connaissez, je crois que ça existe toujours d'ailleurs, ou le cochon qui rit, où on doit détailler les différentes parties du cochon. Et en fait, elle était médecin. Elle était médecin, même si elle n'avait pas vu le lien avec ces jeux d'enfants, ce qui était assez drôle d'ailleurs en soi. Voilà, là il y avait un lien très direct, mais il y a des liens un peu moins directs. Je me souviens d'une personne qui était AESH, donc qui travaillait avec des enfants dans les écoles, des enfants en situation de handicap, et elle allait tous les matins à l'école en vélo. Et le premier jeu d'enfant qu'elle avait nommé, qu'elle avait contacté, c'était le jeu du cerceau. Elle adorait jouer avec le cerceau, donc c'est un jeu c'est un jeu kinesthésique. Et en fait, ça l'a frappée quand elle a pensé à ce qu'elle faisait actuellement, de voir que en fait, ce qu'elle aimait dans le vélo, c'était ce mouvement cyclique, ce mouvement fluide en fait, et elle a fait d'elle-même un lien très fort entre le vélo, les roues du vélo et ce jeu qu'elle adorait, qu'elle affectionnait particulièrement, qui était le jeu du cerceau qu'on enroule autour de soi. Voilà. Ben moi, je vous disais, par exemple, quand j'étais enfant, j'aimais bien organiser des spectacles. Ça faisait partie des jeux que j'aimais faire. Et j'aime bien organiser encore. j'aime bien organiser et j'aime bien se faire rencontrer des personnes. C'est quelque chose que j'aime toujours actuellement. J'aimais écrire aussi quand j'étais un peu plus âgée, adolescente. Et par contre, ça, je l'ai un peu perdu. Et donc, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment et que j'essaye maintenant de recontacter parce que l'écriture, c'est quelque chose d'important pour moi. Et quand on dit important, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui a trait avec notre identité profonde. Donc, comme je vous disais, chacun a son style de jeu, chacun a un style unique composé de plusieurs peut-être branches, mais ça donne un style unique comme je vous disais, comme une empreinte digitale. Et si quand on est adulte, ben, en fait on a beaucoup de responsabilités et que le poids des responsabilités, plus les blessures, voire les traumas, tous les conditionnements qu'on a connus
quand on était enfant. Peut-être que tout ça est venu un peu étouffer l'étincelle de jeu, mais cette étincelle, elle est naturelle, et tant qu'il y a une étincelle, il y a de la vie, et donc comprendre quel est son style de jeu, ça peut aider aussi à se dire, ok, bah moi j'ai envie de créer un environnement dans lequel je vais pouvoir à nouveau vivre cette dimension de mon être profond. En plus, pour ceux qui vivent avec les enfants, par exemple les parents ou les grands-parents, ceux qui travaillent avec les enfants, les éducateurs, les psys, etc., je trouve ça très intéressant parce que plus je vais être alignée avec mon langage de jeu, mon style de jeu, et plus ça va être facile d'entrer en contact avec celui de l'enfant sans trop de frustration et sans épuisement. Et même, je peux ensuite prendre plaisir, plus je suis en contact, moi, avec mon style ou mes styles de jeu, plus je peux développer le plaisir aussi d'observer chez les enfants leur style de jeu qui en dit long, donc vous avez compris, sur leur identité. Je vois qu'il est 13h. Ah oui, voilà, le temps a passé, a passé vite. Je voulais dire que j'avais une petite, un cas clinique, mais je vais pas, le nommer ici, parce que je voudrais surtout laisser place à vos questions. Si vous avez une ou deux questions, j'y répondrai avec plaisir. Et merci beaucoup Claire d'avoir été là, de faire l'intro. Et je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésite pas à me dire. Je n'en vois pas dans le chat, mais peut-être qu'elles vont arriver. Oui, alors moi je regarde aussi sur Facebook. Ah oui, alors c'est un témoignage de Virginie qui dit: mes métiers, mes activités sont vraiment en lien avec mes jeux d'enfants et avec les profils décrits. Bah, c'est chouette. Ça peut être chouette, ça peut être très très chouette de voir ça. J'espère que c'est des découvertes joyeuses, ou peut-être que vous le saviez déjà, mais et Claire, donc je me rends compte que depuis que je fais du théâtre d'impro, je nourris plusieurs besoins, celui de jouer, de créer, de partager des moments de complicité avec d'autres. Partage, Claire. Ok. Je vois pas d'autres partages je ne vois pas de questions. Mais voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord il y a une suite de ces webinars, puisque là c'est le dernier du cycle avant l'été. Mais IFRE va reprendre ses webinars à partir de septembre. Et le premier webinar sera plutôt sur la première branche qui avait été citée par Claire, qui est la méthode RE, Relationship Enhancement, sur la relation. Et donc, il sera animé par Nicole Saradon, toujours. Ce sera le premier mardi de septembre. Ce sera le mardi 8 septembre à 12h30 sur le thème du couple et quand le couple se sépare. Et puis, par rapport au jeu, si ça vous a intéressé, de toute façon, sur le webinaire, vous allez recevoir le replay et vous allez recevoir les prochaines dates. Mais sur Facebook, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en message privé que vous souhaitez avoir le replay et que vous souhaitez avoir les dates. Alors, date de quoi? D'abord, date des prochains ateliers autour du jeu non directif. Donc, c'est des ateliers qui se déroulent en visio sur une journée et que je co-anime, que j'ai le plaisir de co-animer avec Virginie Lelon, qui est psychologue aussi et formatrice superviseur également. Et donc, les prochains sont prévus le 11 septembre et le 6 novembre, voilà, sur inscription. Et ça peut concerner des psychologues, éducateurs, enfin, parents, grands-parents, toutes les personnes qui sont intéressées, qui sont en lien avec des enfants et qui veulent en savoir plus sur la posture non directive et qui veulent apprendre aussi à avoir quelques objets concrets. Même si, évidemment, on ne va pas aller aussi loin que dans la formation qu'on donne également avec Virginie et qui, là, s'adresse plutôt à des psychologues, psychopraticiens, thérapeutes qui veulent travailler ou qui travaillent déjà avec des enfants et qui veulent utiliser
le jeu de façon un peu plus structurée, avec une approche qui est scientifiquement, qui a des bases scientifiques très, très solides. Et la prochaine formation aura lieu au mois de mars 2027, exactement du 11 au 14 mars 2027, mais après il y a les supervisions, etc. Et donc là, c'est sur dossier, et vous avez toutes les informations sur le site d'IFRE, Institut. Alors IFRE, c'est le site, d'un coup je ne sais plus, c'est institut-relation.fr. Institut-relation.fr. Oui. Voilà. Et vous aurez de toute façon, vous aurez normalement, si vous êtes inscrit sur le Zoom, vous aurez toutes ces dates. Et sur Facebook, n'hésitez pas, en message privé, à mettre votre adresse si vous voulez un petit peu plus d'informations. Voilà, merci beaucoup. Lyria a mis un petit mot sur Zoom. J'ai des étoiles dans les yeux quand je parle des activités de scoutisme que je mène avec les enfants. Oh, c'est chouette. Merci du partage, Lyria. Et oui, et donc là, il y a une dimension, je ne sais pas dans quoi, par exemple, là, tu t'es retrouvée, mais il y a une dimension fortement kinesthésique, explorateur, aussi de partage peut-être, d'aimer mener, d'aimer orchestrer ce qui se passe avec les enfants, et peut-être et encore d'autres dimensions. Merci du partage. Merci, belle journée, beau début d'été, et voilà, je vous laisse avec cette question, j'espère plutôt joyeuse, de qui chacun de vous, qui vous êtes vraiment. Peut-être si vous avez eu quelques clés à travers le jeu. En tout cas, merci à chacun, chacune. Et merci à toi, Claire, d'avoir été à mes côtés. Belle journée. Avec joie. Amusez-vous. Merci beaucoup, Lise. Alors.